Je me suis effondrée sur le sol avant même d'atteindre l'estrade, un instant je marchais vers mon diplôme de master et l'instant d'après je fixais les néons du plafond tandis que des voix devenaient floues autour de moi. Les médecins ont appelé mes parents, mais ils ne sont jamais venus. Allongée aux urgences, encore dans ma tenue de cérémonie, mon téléphone s'est allumé avec une notification de ma sœur, une photo souriante dans le jardin avec la légende Dimanche en famille, sans les drames. Je n'ai pas répondu, je ne pouvais pas. Quelques jours plus tard, toujours branché aux machines, j'ai finalement déverrouillé mon téléphone et ce que j'ai vu m'a fait réaliser que mon effondrement n'était pas la pire partie de cette journée. Je m'appelle Manon Bernard et j'ai appris très tôt que dans ma famille, l'amour venait avec des conditions que je n'avais jamais acceptées. J'ai grandi dans une petite ville de province où les pavillons semblaient chaleureux le soir et où chaque fête semblait parfaite vue de l'extérieur, mais à l'intérieur de notre maison, j'avais toujours l'impression de marcher dans un courant d'air que personne d'autre ne semblait remarquer. Ma mère, Isabelle, avait construit son monde autour de ma sœur cadette, Chloé, qu'elle qualifiait de fragile et sensible, quelqu'un qui avait juste besoin d'un peu plus d'attention. Mon père, Philippe, avait son propre scénario pour moi. Manon, tu es celle sur qui on peut compter, tu es plus forte que les autres, il le disait comme un compliment mais cela ressemblait à une description de poste pour lequel je n'avais jamais postulé. Chaque fois que quelque chose devait être réparé, résolu ou absorbé en silence, cela atterrissait à mes pieds. Je me souviens avoir coiffé Chloé pour l'école parce que maman était encore en retard, je me souviens avoir pris le blâme pour un vase brisé parce que Chloé pleurait plus vite que je ne pouvais m'expliquer. Ces anniversaires étaient de véritables productions avec des guirlandes roses et 20 gamins dans le jardin, tandis que les miens étaient des affaires calmes avec un petit gâteau sur une assiette en carton et une promesse qu'ils étaient trop fatigués pour tenir, on fêtera ça correctement l'année prochaine, mais l'année prochaine ne venait jamais. Un hiver, alors que j'avais une fièvre si forte que la pièce tournait, j'ai attendu sur le canapé que quelqu'un s'assoie avec moi, mais au lieu de cela, maman a zippé le costume de danse de Chloé et papa m'a demandé d'être compréhensif pendant qu'il se précipitait vers la porte. La maison s'est assombrie à mesure que la soirée s'installait et je suis restée là à écouter le claquement du radiateur, essayant de ne pas pleurer parce que je savais déjà que personne ne m'entendrait. C'était le rythme de mon enfance. Chloé recevait de la douceur, je recevais des attentes, et quelque part dans ce rythme, j'ai appris à assimiler le silence à la force. Partir pour mes études à Paris m'a donné l'impression de respirer un air qui circulait vraiment. J'ai cumulé 2 boulots, étudié tard dans la nuit et construit une vie qui m'appartenait pour la première fois, mais les appels de la maison me suivaient comme une longue ombre, on est en retard sur la facture d'électricité, le compte de Chloé est à découvert, ta sœur a besoin d'aide ce mois-ci. Et à chaque fois, j'envoyais ce que je pouvais, parfois ce que je ne pouvais pas, parce que cette vieille rengaine « tu es forte », Manon vivait encore sous ma peau, me chuchotant que mes besoins passaient en dernier. Paris m'a aussi donné des gens qui remarquaient des choses que ma famille n'avait jamais vues, comme Sophie, une collègue qui me fourrait une tasse de soupe entre les mains et me disait d'arrêter de m'excuser d'être fatiguée, ou Thomas qui fronçait les sourcils quand je vacillais pendant un changement d'équipe, et le docteur Mercier qui n'avait pas besoin de plus de 2 phrases de ma part pour dire « vous portez trop, beaucoup trop ». Mais même avec tout ça, je continuais à tirer sur la corde, je promettais que je me reposerais après le diplôme, après une garde de plus, après que les choses se soient calmées. Je ne réalisais pas que je courais vers un point de rupture, pas avant le jour où mon corps a finalement choisi pour moi. Les mois précédant la remise des diplômes ressemblaient à une vie dans un étau qui se resserrait. Chaque journée commençait avant le lever du soleil et se terminait bien après que le dernier métro ait grondé sous mes fenêtres. Je travaillais à temps plein à l'hôpital, je prenais des gardes le week-end au café et je calais mes cours de master dans les moindres fragments de temps restants. Les gens me disaient que j'étais impressionnante, mais je ne me sentais pas impressionnante, je me sentais comme une bougie brûlant par les 2 bouts et par le milieu. Les problèmes à la maison ne ralentissaient pas pour s'adapter à mon rythme, ils accéléraient. Maman a appelé en premier pour dire qu'ils étaient justes pour la facture d'eau car les heures de papa avaient été réduites, puis quelques jours plus tard mon téléphone a vibré à nouveau, Chloé a fait une bêtise, Manon, son loyer est en retard, peux-tu couvrir juste pour cette fois ? Ce n'était jamais juste une fois. Puis sont venues une réparation de voiture, un paiement, une carte bloquée, une autre urgence, toujours pressant, atterrissant toujours sur mes épaules. Certains soirs, je tenais mon téléphone et je fixais le solde de mon compte bancaire en sentant les chiffres m'écraser, mais je finissais toujours par appuyer sur un virement car cette vieille culpabilité m'empêchait de dire non.
Mon corps a essayé de m'avertir que quelque chose n'allait pas, de petits avertissements au début, un tremblement dans mes mains en remplissant les dossiers des patients, une vague de vertige quand je me levais trop vite, une pression dans ma poitrine après une garde de 12 heures. Je blâmais le café, je blâmais le stress, je blâmais tout sauf la vérité, je roulais sur les vapeurs. Sophie l'a remarqué avant moi. Manon, ça va? Tu es pâle, je suis juste fatiguée, ai-je dit, ce n'était pas un mensonge, c'était juste pas toute la vérité. Un soir, après une double garde brutale, je me suis effondrée sur la chaise de la salle de pause et j'ai vérifié mon téléphone, une notification a clignoté sur l'écran, un tag de Chloé. J'ai appuyé dessus, m'attendant à un mème ou quelque chose d'aléatoire, mais au lieu de cela c'était une photo de toute ma famille réunie autour d'un barbecue dans notre jardin, des assiettes de nourriture, des visages rieurs, le soleil chaud sur la peau de tout le monde, et la légende disait « Dimanche en famille », sans les drames. J'ai senti quelque chose en moi s'effondrer comme une latte de parquet qui cède, pas de la colère, pas encore, juste une douleur froide et creuse. Je n'ai pas commenté, je n'ai pas demandé pourquoi elle m'avait tagué, j'ai juste éteint mon écran et appuyé mon pouce sur le bord de la table jusqu'à ce que ça fasse mal. Plus tard cette nuit-là, en rentrant chez moi, le monde a basculé, le trottoir a tangué sous mes pieds, j'ai attrapé une barrière et j'ai attendu que le vertige passe, mon pouls martelait dans mes oreilles. Je me suis dit que c'était l'épuisement, je me suis dit de continuer, je me suis dit que tout irait bien après la remise des diplômes. Mais il y a eu un autre signe, un qui est resté avec moi, je notais les constantes vitales aux urgences quand la pièce est devenue floue, j'ai cligné des yeux forts mais les chiffres sur l'écran ont doublé puis triplé. Thomas m'a touché le bras doucement. Manon, tu as besoin de t'asseoir, ça va, ai-je chuchoté. Ça n'allait pas. J'ai continué à pousser, j'ai continué à ignorer les signaux, je continuais à me promettre juste une semaine de plus, une garde de plus, un devoir de plus, une facture d'urgence de plus. Je ne le savais pas alors, mais je comptais à rebours jusqu'au moment où tout en moi finirait par casser. Le matin de ma remise de diplôme semblait irréel, comme si je me déplaçais dans un monde fait de verre. Paris était lumineux et net ce jour-là, le soleil rebondissait sur les bâtiments du campus, les bannières flottaient au vent, les familles envahissaient la pelouse avec des ballons et des fleurs, tout le monde semblait vivant, excité, entier. Je me suis dit que j'allais bien, j'ai souri quand des camarades ont fait signe, j'ai ajusté ma toge même si mes mains tremblaient, mon cœur battait trop vite, trop fort, comme s'il essayait de m'avertir de quelque chose que je refusais d'entendre. J'ai vérifié mon téléphone pour tout message de la maison, rien. Quand la cérémonie a commencé, la voix du doyen a résonné à travers le terrain, les diplômés se sont levés rangée par rangée, marchant vers l'estrade alors que les applaudissements roulaient comme une vague. Je continuais à scruter les gradins à gauche, à droite, en haut, en bas, cherchant ma famille. Il y avait des sièges vides, mais pas pour moi, les miens n'ont jamais été destinés à être occupés. Puis soudain une vibration dans ma poche, un SMS de maman, la circulation est horrible, on arrive bientôt, un autre quelques secondes plus tard, vas-y, on te rattrape. J'ai rangé mon téléphone en prétendant que ça ne faisait pas mal. Manon Bernard, mon nom a flotté à travers les haut-parleurs. Je me suis levée, mes genoux ont vacillé, les lumières de l'estrade sont devenues floues. J'ai forcé mes pieds à avancer, un pas, deux, jusqu'à ce que le monde bascule violemment sur le côté, un grondement a rempli mes oreilles, l'herbe, les chaises, les visages, tout a tourbillonné. Je me suis effondrée avant d'atteindre la première marche, des cris ont éclaté, des pas se sont précipités vers moi, quelqu'un a crié à l'aide, un froid a rampé sur mes doigts alors que la sensation s'échappait, puis plus rien. Quand je me suis réveillée, une odeur d'antiseptique remplissait mes poumons, des machines bipsaient en rythme lent et régulier, une couverture chaude couvrait mes jambes et une aiguille de perfusion tirait sur mon bras. Le plafond des urgences est devenu net alors que des voix murmuraient autour de moi. Le docteur Dubois s'est penché près de moi. Manon, vous vous êtes évanouie d'un épuisement sévère, stress, déshydratation, tension cardiaque, vous avez poussé votre corps trop loin, vous avez de la chance de ne pas vous être effondrée quelque part toute seule. Ces mots ne m'ont pas effrayée, ils confirmaient quelque chose que j'avais essayé de fuir. Est-ce que mes parents sont venus, ai-je chuchoté. Il a hésité juste assez longtemps pour tout me dire, nous les avons appelés plusieurs fois, laissé des messages, personne n'est arrivé. Le silence a avalé la pièce, pas le genre douloureux, le genre révélateur. Des heures plus tard,
quand mes mains ont enfin arrêté de trembler, j'ai attrapé mon téléphone et elle était là, une nouvelle notification. Chloé m'avait tagué sur une photo, mon souffle s'est bloqué en l'ouvrant, ma famille se tenait autour du barbecue dans notre jardin, riant, tenant des assiettes empilées de nourriture, Chloé au centre souriant largement, la légende dimanche en famille, sans les drames. Je l'ai fixé jusqu'à ce que ma poitrine se serre à nouveau, pas de confusion, mais de clarté. Ils n'ont pas raté ma cérémonie, ils n'étaient pas coincés dans les embouteillages, ils ont choisi de ne pas venir. Une expiration lente et contrôlée a quitté mon corps, pour la première fois ce n'était pas de la résignation, c'était le début de quelque chose qui changeait, quelque chose qui se fissurait. Et pourtant, le vrai point de rupture n'était pas encore arrivé, pas avant quelques jours plus tard, quand mes forces me manquaient encore et que mon téléphone s'est allumé avec 75 appels manqués de la maison. La première chose que j'ai remarquée était la vibration, douce au début puis un bourdonnement incessant contre la table de chevet en métal comme s'il essayait de secouer la pièce pour la réveiller. Je n'étais rentrée de l'hôpital que depuis quelques heures, encore pâle, encore étourdie, bougeant encore comme quelqu'un dont le corps ne lui fait plus entièrement confiance. La lumière du soir parisien filtrait à travers mes stores, douce et dorée, effleurant la pile de papier de sortie d'hôpital à côté de mon lit. BZZ, BZZ, BZZ. Je l'ai ignoré jusqu'à ce que ce soit impossible. Quand j'ai finalement saisi mon téléphone, l'écran m'a presque aveuglé, 75 appels manqués, maman, papa, maison, Chloé, encore et encore comme une incantation. Mon estomac s'est noué, pas de peur, pas de culpabilité, quelque chose de plus froid. Je n'ai pas rappelé, pas encore. Au lieu de cela, j'ai fait défiler, les messages chargés par vagues. Pourquoi tu ne réponds pas, c'est grave, Manon décroche, tu ne peux pas juste disparaître, on a besoin de toi maintenant, Chloé a des ennuis. J'ai expiré lentement, bien sûr, c'était à propos de Chloé, c'était toujours à propos de Chloé. Mais quand j'ai atteint les messages précédents, la vérité est devenue plus tranchante, il n'avait pas essayé de me contacter pendant mon effondrement, ni pendant mon séjour aux urgences, ni pendant le silence qui a suivi, non, il ne s'était soucié de moi qu'une fois que leur problème avait atteint mon seuil. J'ai fait défiler plus loin, une photo de papa, une capture d'écran d'un avis bancaire, d'autres papiers flous, des factures, des paiements, un prêt, un gros prêt. Mes yeux se sont figés, mon nom était dessus, ma signature. Sauf que ce n'était pas la mienne, pas la façon dont je signe, pas les courbes que je contrôle, c'était un scan, un vieux scan, celui que j'avais utilisé des années auparavant sur un formulaire de location à la maison. Il l'avait copié. J'ai senti mon souffle se couper, mais au lieu de la panique, quelque chose d'étonnamment stable s'est élevé en moi. Ils avaient falsifié ma signature et maintenant la banque voulait ma confirmation, sans elle le prêt leur retomberait dessus, sur leur propriété, leur compte, leur désordre. Et ils le savaient, c'est pour ça qu'ils appelaient. Je n'étais pas leur fille à ce moment-là, j'étais un levier. Je n'ai pas répondu, pas encore. Au lieu de cela, j'ai envoyé un SMS à une seule personne, peux-tu passer ? J'ai besoin de toi. 20 minutes plus tard, Sophie est entrée dans mon appartement avec de la soupe à emporter et le genre de présence qui stabilise un monde en train de s'effondrer. Ses yeux ont scanné mon visage, ma posture, mes mains tremblantes, qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui ai tendu mon téléphone, elle a lu en silence, sa mâchoire s'est serrée, Manon, c'est grave, ils ne peuvent pas te faire ça, c'est de la fraude. Le mot m'a frappé comme une cloche, claire, indéniable. Fraude. La chose que j'avais été trop conditionnée pour nommer. Sophie s'est assise sur le bord de mon lit, on ne les laissera pas te piéger à nouveau, pas cette fois. Elle m'a aidé à ouvrir mon ordinateur portable, nous avons sorti les messages, les papiers, les chronologies, et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas défendu ma famille, ni cherché d'excuses, ni rationalisé. Pour la première fois, j'ai laissé la vérité debout. Ils m'ont utilisé, ai-je chuchoté. Ils l'ont toujours fait, a répondu doucement Sophie. Plus tard cette nuit-là, toujours faible, toujours endolorie, j'ai rejoint un appel vidéo avec un avocat qu'elle m'avait recommandé. Je tenais mon téléphone à deux mains pour qu'il ne tremble pas. Quand il a vu les documents, il a soupiré lourdement, c'est une utilisation non autorisée de vos informations, vous ne leur devez pas un seul centime, ce qu'ils ont fait est illégal. Illégal. C'était là, froid et brutal.
J'ai senti quelque chose dans ma poitrine se desserrer comme un poing qui s'ouvre enfin. L'avocat m'a expliqué mes options, les étapes, les protections, les limites que je ne savais pas que j'avais le droit d'avoir. Puis il a dit, s'ils vous contactent à nouveau, dites-leur que vous êtes au courant de la falsification et que vous ne participerez pas. Ces mots m'ont terrifiée et libérée. Quand l'appel s'est terminé, je suis restée assise là, entourée de silence et d'un air nouveau. Sophie a serré ma main, tu n'es pas seule. Pour la première fois, je l'ai cru. Le lendemain matin, le soleil à peine levé, mon téléphone a sonné à nouveau, le numéro de mes parents. Sophie m'a fait un signe de tête, haut-parleur. J'ai répondu. La voix de maman a explosé à travers le téléphone. Manon, enfin. Est-ce que tu as la moindre idée à quel point on a été stressé? Pourquoi tu ne répondais pas? Je me suis adossée au canapé, stabilisant mon souffle. J'étais à l'hôpital, ai-je dit calmement. Un battement, silence, puis maman s'est raclé la gorge. Eh bien, oui, mais Chloé est en crise et nous avons besoin que tu te concentres. C'était là, la vérité dévoilée. La voix de papa a retenti ensuite, tu dois appeler la banque aujourd'hui, ils ne nous parleront pas sans toi, l'avenir de ta sœur est en jeu. Je n'ai pas bronché, papa, vous avez utilisé ma signature sans ma permission. Une pause longue et suffocante. Maman est intervenue, on l'a fait seulement parce que tu es responsable, tu peux gérer ça mieux que Chloé, arrête d'être dramatique. Les yeux de Sophie se sont écarquillés à ce mot, dramatique, le même mot que Chloé avait utilisé dans la légende de sa photo pendant que j'étais aux urgences. J'ai dégluti mais ma voix est restée égale, je ne signe rien. Papa a craqué, pardon. Je ne signe pas, ai-je répété, je ne couvre pas le prêt, je ne répare pas ça, vous devez le faire. Maman a hurlé, on pourrait tout perdre. Manon, pense à ta famille. J'ai fermé les yeux, je l'ai fait toute ma vie. Le ton de papa s'est durci, tranchant comme du métal, si tu n'aides pas, on est fini. Sophie s'est penchée vers moi en chuchotant, dis-le. Et je l'ai fait, j'ai parlé à un avocat, ce que vous avez fait est illégal, si vous continuez à me contacter à propos de ce prêt, j'engagerai des poursuites judiciaires. Le silence qui a suivi semblait sans fond. Puis papa a grogné, tu nous menaces? Je me protège, ai-je répondu. La voix de maman s'est brisée, passant de la colère à la supplication, on a besoin de toi, s'il te plaît. Il y a un an, cela m'aurait brisé, maintenant cela ne révélait que la vérité, ils n'avaient pas besoin de moi, ils avaient besoin de ce que je fournissais. J'ai pris une inspiration, j'ai fini d'être la solution à des problèmes que je n'ai pas créés, j'ai fini d'être votre filet de sécurité, j'ai fini d'être la forte pour que Chloé n'ait jamais à grandir. Manon a étouffé maman. Non, ai-je dit, plus maintenant. Puis j'ai appuyé sur le bouton rouge. L'appel s'est terminé. Net. Définitif. Sophie a laissé échapper une expiration tremblante, tu l'as fait. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, de soulagement. Cet après-midi-là, j'ai passé des heures à me retirer de chaque compte, chaque paiement automatique, chaque facture partagée. J'ai appelé les entreprises, bloqué les accès, réinitialisé les mots de passe, tout documenté. Chaque étape ressemblait à couper un nouveau fil qui m'avait lié à une vie bâtie sur l'obligation. Au coucher du soleil, pour la première fois en 27 ans, j'étais libre. Je me suis tenue près de ma fenêtre, la ville brillant sous le ciel violet, et j'ai chuchoté une vérité qui avait le goût de l'oxygène, je ne suis plus leur réponse. Et alors que la dernière lumière glissait derrière l'horizon, je savais que cette partie de mon histoire n'était pas seulement à propos des conséquences qui les attendaient eux, c'était le début de la fin des conséquences pour moi. La guérison n'est pas arrivée comme un miracle, elle est venue par petites respirations régulières. J'ai continué la thérapie, j'ai dormi plus que je ne l'avais fait depuis des années, j'ai appris à dire non sans que mon cœur s'emballe. Mon corps m'a lentement pardonné pour tout ce que je l'avais forcé à porter. Les nouvelles de ma famille me parvenaient par des voisins éloignés, le prêt a été refusé, la banque est intervenue et Chloé a dû faire face aux conséquences juridiques elle-même. Pour une fois, je n'étais pas l'équipe de nettoyage. Pendant ce temps, ma vie à Paris s'est transformée en quelque chose de plus doux. J'ai déménagé dans un petit studio inondé de lumière matinale, j'ai pris un nouveau poste clinique qui valorisait les limites. Sophie est devenue mon contact d'urgence,
ma vraie famille de toutes les manières qui comptaient. Un soir, en rentrant chez moi devant des arbres en fleurs, j'ai réalisé que ma poitrine était légère, je n'attendais pas une autre crise, je vivais enfin ma propre vie. Je repense parfois à ce jour sur l'estrade de la remise des diplômes, au moment où mon corps a pris la décision que mon cœur avait trop peur de choisir, il m'a forcé à m'arrêter, à voir la vérité, à partir. Et maintenant, debout dans ma propre vie, entouré de gens qui sont présents sans qu'on le leur demande, je comprends quelque chose clairement, se choisir soi-même n'est pas égoïste, c'est de la survie. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, partagez vos pensées dans les commentaires, et si vous avez déjà reconstruit votre vie à partir de zéro, vous n'êtes pas seul, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire.